Bienvenue sur En Vrai, le podcast signé Coca où l'on aborde des sujets dont tout le monde parle, ou pas encore, et où chacun partage sa vérité, parce qu'on est persuadé d'une seule chose, il n'y a pas de vérité absolue. Bienvenue à tous et bienvenue dans ce second épisode de notre deuxième saison. Aujourd'hui, nous recevons des invités de marque pour un épisode très spécial consacré à l'univers de l'e-commerce. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne voulez pas manquer les anciens épisodes et les nouveaux qui vont sortir, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast. Aujourd'hui avec moi, du coup, 3 personnes. Je vais vous demander de vous présenter un peu qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, et puis aussi des petites questions sur est-ce que vous achetez sur votre propre site et est-ce que vous achetez de manière générale dans des sites d'e-commerce. Fabio, on peut commencer par toi. Alors, bonjour Diane. Alors Fabio, donc chez Coca depuis 14 ans. Je pilote Coca, donc toute la partie opérationnelle de Coca. Donc voilà, au four au moulin. Et très content d'être aujourd'hui avec Pierre et Laurent et toi. Et je me réjouis de notre discussion. T'achètes un peu sur Coca du coup ou... Beaucoup trop. Et sur d'autres sites en général? Ça dépend honnêtement. Super, merci. Bonjour Diane, donc moi je ne suis pas la personne qui boit le plus de café en Suisse, mais je suis directeur commercial chez Nespresso Suisse depuis 3 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est les boutiques, le e-commerce, les ventes de machines de café, etc. Et puis bien évidemment que j'achète sur notre site de e-commerce très régulièrement. On a la chance d'avoir un crédit où on peut consommer du café, donc je le fais très régulièrement, puis j'essaye toutes nos nouveautés. Et puis j'achète aussi très régulièrement sur les autres plateformes de e-commerce, dont Coca. Super, merci Pierre. Et Laurent? Laurent, bonjour Diane. Donc Laurent Garret, moi je travaille à Montreux, à la Redoute, où je suis le CEO pour la Suisse depuis 11 ans. J'achète sur mon site, bien sûr. Et puis, je ne suis pas un acheteur e-commerce compulsif. Mais oui, bien sûr, ça m'arrive. Et notamment Nespresso, notamment Coca parfois. Super, merci pour ces présentations. Pour cet épisode, donc, on va partir du principe qui, je pense, est assez vrai pour l'ensemble de nos auditeurs et nos auditrices. Chacun a probablement déjà fait un achat en ligne, au moins une fois dans sa vie. Et comme tu le dis, soit de manière impulsive, soit de manière peut-être un peu plus raisonnée. Cela fait donc, en fait, chaque personne qui va écouter ce podcast font partie de ces clients e-commerce. Devant la multitude d'e-commerce, on peut parfois se sentir un peu perdu. Comment on fait confiance? Est-ce qu'on va se faire pirater sa carte? Comment ça se passe si on a un problème avec la livraison? On doit faire un retour? Est-ce que cette entreprise, elle est fiable? Est-ce qu'elle est éthique? Bref, j'imagine que chaque e-commerce doit un peu à la fois se démarquer face à la concurrence qui est de plus en plus nombreuse, mais également rassurer ses clients qui sont déjà présents dans la communauté, mais aussi les futurs clients qu'on a envie de ramener dans sa communauté. Il y a aussi certaines marques d'e-commerce qui ont, par exemple, comme Coca, envie de montrer aussi les valeurs. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer d'un peu traiter, aborder tous ces sujets, puis voir comment vos entreprises se démarquent dans ces domaines. Fabio, on peut commencer peut-être avec une question pour toi. C'est quoi un e-commerce aujourd'hui, en 2024, et puis en quoi ça se distingue d'un e-commerce ou d'un commerce en tout cas plus classique, peut-être physique par exemple? Après, e-commerce, c'est très large parce que tu peux parler des mastodontes qu'il y a dans le monde à des petits sites e-commerce locaux, très locaux et peut-être qui ont d'autres valeurs ou d'autres souhaits. C'est clair, nous, Coca, comme on le dit depuis le début, comme Pascal depuis le début, on ne s'est jamais senti comme un e-shop classique parce Coca a été lancé vraiment par envie, par passion et vraiment ce côté communautaire très fort dès le début. Donc vraiment avoir un échange et pas uniquement proposer beaucoup de produits, mais vraiment sélectionner par rapport à nos passionnés et proposer à une communauté et surtout échanger avec eux. Donc c'est vrai qu'automatiquement, il y avait tout de suite cette problématique de on ne veut pas grandir mondialement parce qu'on veut être proche d'une communauté locale et on le voit aujourd'hui, on est en Suisse romande et on pénètre la Suisse allemande, mais gentiment, parce que vraiment on crée une relation très forte et on ne fait pas du marketing à outrance parce qu'on a vraiment cette connexion forte avec la communauté et c'est vrai qu'on s'est fait connaître beaucoup par le bouche à oreille. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux soit viser des trucs mondiaux où tu investis beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi pour te lancer, alors qu'au départ, tu pouvais te lancer, le marché était moins pris. Avec une idée comme Coca, en fait, tu viens avec passion et tu pouvais grandir gentiment. Alors qu'aujourd'hui, les nouveaux e-commerçants qui viennent, direct, ils mettent la grosse machine. Donc, c'est plus le même rythme, je trouve. Donc voilà. Après, je pense qu'il reste quand même beaucoup de sites de passionnés qui restent. Et je pense que les niches peuvent fonctionner, c'est-à-dire spécialiser dans un secteur ou être trop généraliste. Mais là, tu deviens déjà très gros, un petit peu.
peut-être Pierre ou Laurent, vous qui travaillez dans une entreprise où il y a un peu tout, et à la fois physique et e-commerce, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui distingue un e-commerce d'un commerce? Les grosses différences ou les principales différences, ça serait quoi pour vous? Ouais, alors de mon côté, je dirais, alors principalement c'est le physique ou pas physique. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Tout le monde le sait, hein, entre-temps. Après, je pense que le e-commerce, ça permet aussi à une entreprise d'aller atteindre des gens, des consommateurs ou non consommateurs, mais en tout cas potentiels, qui n'arriveraient pas à faire en fait avec un magasin physique. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des grosses différences sur le e-commerce. Puis en effet, ce côté communauté, communiquer en direct avec ses consommateurs, avoir la chance de pouvoir être en direct avec eux. Voilà, c'est ce qui différencie pour moi très fortement le e-commerce en fait du commerce plutôt physique. Moi, je rajouterais une dimension. Vous connaissez l'adage anglo-saxon « retail is detail ». E-commerce, c'est ça en pire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de flux à gérer, aller, retour, et beaucoup de spécificités, l'expérience en ligne plus l'expérience. De toute façon, elle commence en ligne, mais elle se finit par la réception d'un colis. Et du coup, ça conjugue un peu toute la complexité de ces métiers-là, ce qui le rend passionnant et hyper intéressant à opérer, mais qui est effectivement assez complexe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être e-commerce, quoi. Toute expérience d'achat commence en ligne aujourd'hui. Enfin, je ne sais plus les statistiques, mais on dit que peut-être 80 ou 90% d'une expérience, tiens, j'ai besoin de ça, va démarrer par un parcours sur son téléphone, etc. Donc, même si on sera en boutique après, même si on finira en boutique ou ailleurs, ou voilà, le démarrage, il est à distance, et du coup, qui que vous soyez, je pense que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir un e-commerce si au final, vous vendez un service ou un produit à quelqu'un. Après, je pense, en tout cas, j'ai un sentiment que c'est plus facile de se faire visible par le e-commerce, mais c'est plus dur en e-commerce de garder une sorte de loyauté, de fidélité. Alors que quand tu es en physique, souvent, tu as un lien émotionnel avec le vendeur, tu as un lien émotionnel, puis tu reviens parce qu'il te connaît ou il connaît ton prénom. Alors ça reste très petit, mais c'est vrai que souvent, on voit, aujourd'hui, le e-commerce, il y en a beaucoup, donc on voit que pour faire revenir les gens, c'est intense. Alors c'est vrai que nous, on essaie de garder vraiment ce côté humain, mais c'est vrai que je pense que les gens aiment bien aussi ce côté, en fait, de faire reconnaître par un vendeur. Donc tu crées un lien, donc dur de visibilité, mais après j'ai le sentiment que la loyauté peut être forte si tu es content de l'expérience dans le magasin. Et moi j'aimerais bien par exemple qu'elle aille toujours dans le même Nespresso au magasin parce qu'elle connaissait la vendeuse. Ouais, alors qu'elle pouvait commander en ligne. Oui, absolument. Alors, nous on le voit dans les comportements d'achat, c'est pas du tout les mêmes selon qu'on soit en ligne ou qu'on soit dans les magasins. Et en effet, on a des magasins physiques où on crée plus de l'expérience. Et puis on va avoir des magasins en ligne où en fait les gens vont plutôt venir se stocker, se réapprévisionner, se renseigner aussi potentiellement, et potentiellement revenir après dans les magasins physiques. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, Laurent, tout à l'heure. Donc voilà, après moi, un des dangers aussi que je vois dans le e-commerce, c'est qu'en fait on peut tout faire. Et quand on peut tout faire, on voit des magasins qui ont même je crois des millions d'articles à disposition, ce qu'on ne peut pas faire dans des magasins physiques. Donc dans des magasins physiques, tu dois faire des choix et que tu ne fais pas forcément dans le e-commerce. Et ne pas faire des choix, parfois, ça rend le parcours d'achat, je trouve, très complexe pour les consommateurs. C'est intéressant ce que tu disais sur l'émotion, parce que, alors on n'a pas de présence physique en ce moment en Suisse romande, mais on a fait des pop-up stores à Zurich, à Lausanne, à Genève ces dernières années. Et en fait, les gens étaient super contents de voir des employés de la Redoute, de dire vous êtes la Redoute, quoi, vous existez quelque part, exactement. Ouais, c'est aussi peut-être je peux donner un exemple, mais sur nos boutiques maintenant, nous on les met en ligne et on a aussi un peu mis en avant le personnel de nos boutiques sur notre site internet, parce qu'en effet on voit les clients reconnaissent leur expert en café, la personne avec qui ils parlent, et en effet ils les connaissent par leur prénom, ils les voient souvent, et c'est une vraie relation qui s'instaure entre le vendeur et puis le consommateur. Ouais. Super. Moi j'ai une question peut-être plus peut-être un peu pour tout le monde en fait. À votre avis, est-ce que le marché helvétique, il est différent peut-être des marchés dans les autres pays? Et si oui, qu'est-ce qui fait cette distinction avec peut-être justement la France ou l'Espagne, comme tu disais, Laurent, vu que vous avez aussi des filiales là-bas? Alors, oui et non.
En e-commerce, le premier facteur différenciant qui est très structurant, c'est comment vous payez, comment vous êtes livré, et puis quelle langue vous parlez. Donc en Suisse, on est forcément différent parce que déjà au niveau paiement, il y a une pratique du paiement facture et du fait de vous livrez vos colis, vous n'êtes pas payé, quoi. Donc ça, c'est très région, ce qu'on appelle la région d'art, hein, Allemagne, Autriche, Suisse, mais c'est extrêmement structurant. La distribution, oui. Selon quel type de distribution vous pouvez proposer, quel type de livraison, etc. C'est aussi structurant. Et puis en Suisse, il y a la particularité des langues. Donc oui, le marché suisse, pour ses caractéristiques, est différent. Après, toutes les règles de navigation sur un site, du fait qu'il faut que ça se passe bien, que ce soit une navigation fluide, etc. Et qu'arriver au panier, ça c'est les mêmes règles et les mêmes... on ne voit pas d'énormes différences, nous, de comportement sur la manière de naviguer dans le site et la manière pour un client de s'y comporter, quoi. Quand on identifie un souci dans la navigation ou un pain point, comme on dit, arriver dans une page, etc., on l'a dans tous les pays, quoi. Ouais. Après, moi, je pense qu'une des particularités de la Suisse, c'est qu'on a un des réseaux physiques les plus denses dans le monde. Donc, ce qui fait que le consommateur suisse est quand même habitué à aller faire ses courses à 2 pas de chez lui. Donc, ça donne aussi certaines limites. On le voit, par exemple, dans la partie alimentation, food, ce qu'on appelle le food, où la part de marché, entre guillemets, du commerce en ligne est beaucoup plus faible que dans beaucoup d'autres pays. En Suisse, c'est 3-4%, ce qui est tout petit. Hein. Dans d'autres pays, on monte à 15-20%. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose de très particulier à la Suisse parce que les Suisses ont leurs habitudes et parce qu'ils ont une Coop, une Migros, un Denner en bas de chez eux. Ouais, en pré-coca, on a un peu d'expérience à l'étranger, mais c'est vrai qu'en tout cas nous on voit parce qu'on est en Suisse allemande, puis on essaie de considérer la Suisse allemande comme un nouveau pays. Donc on voit déjà qu'en fait il y a un côté très local en Suisse, alors que peut-être en France, tu communiques de Paris, tout le monde t'entend ou tout le monde a la même reconnaisse aussi les mêmes le même ton, le même humour aussi, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Et nous, on voit, même par région, des fois, tu n'as pas la même manière de communiquer, les mêmes références. Et en plus, encore plus avec la Suisse allemande, la culture est différente. Nous, ici, on est très influencés par la France, eux, par l'Allemagne. Donc, on voit aussi dans les typologies de produits, ça reste 2 régions fun, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment une adaptation en fait, à la communauté locale, qui, à mon avis, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus national. En tout cas, oui, c'est vrai. Ouais. On le voit aussi avec les plateformes. Hein. On a des plateformes qui sont uniquement en Suisse. Coca, c'est un bon exemple. Il y a d'autres acteurs aussi. Et puis, on voit d'autres gros acteurs, Amazon pour ne pas les citer, qui sont pas très... Enfin, ils sont gros quand même en Suisse, mais c'est quand même pas très fort par rapport à d'autres pays. Et puis, on a des acteurs plus locaux, tels que Galaxus, par exemple, qu'on va voir. Voilà, et c'est spécifique vraiment au pays. Il y a aussi des acteurs internationaux qui ont très bien réussi en Suisse. Aussi. C'est un géant orange ou maintenant à des gens venus du Grand Est. Chinois, quoi. Ouais, c'était un peu ma question. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, mais qu'en Suisse en général, il y a beaucoup, peut-être même trop d'e-commerce, et puis justement, on parle un peu ces e-commerce internationaux qui viennent assez facilement, justement, comme tu disais, parce qu'en fait, les mécanismes sont les mêmes. Comment on fait face à ces nouveaux acteurs qui arrivent, qui viennent, qui sont aussi un peu en changement permanent? Faut être bon, quoi. Et voilà, c'est les règles éternelles du commerce, quoi. Faut proposer un produit ou un service avec le prix pertinent et puis une shopping expérience qui se passe bien et avec une forme de supplément d'âme, alors qui est très clair chez Coca, quoi, où tu disais le point de départ c'est la communauté, quoi. Donc il y a ce sentiment d'appartenance qui est hyper fort. Et voilà comment il faut essayer de se différencier, quoi. Mais c'est facile par rapport à ces plateformes qui des fois bradent les prix ou cassent les prix sur visuellement, on a l'impression d'avoir un produit similaire. Puis c'est vrai qu'avec des photos, notamment avec l'IA, c'est facile d'avoir des photos bien léchées qui rendent bien. Mais comment on fait pour justement rester compétitif ou rester toujours dans le game alors en face ça brade les prix comme pas possible, quoi. En fait, il y a beaucoup de facteurs différenciants ou de théories marketing, mais ça peut se résumer à
un triangle où vous avez le produit, le prix et le service quelque part. Donc, vous avez on parlait d'Amazon. Amazon, depuis le début, c'est le prix et le service. Je sais que je vais avoir je suis sûr d'avoir un bon prix. Et puis, le service, c'est ça va juste bien se passer, quoi. J'ai pas de voilà. Après, si on s'éloigne un peu du e-commerce, mais un exemple évident, c'est Apple, où on est sur le service et le produit. Le produit, il est méga différenciant, etc. Et le prix, voilà. Du coup, il faut essayer de jouer avec ça, quoi. Donc, nous, on est à la fois un distributeur, une plateforme, et on est à la fois une marque. Donc, on vend des produits qui sont qu'on design, qu'on source, qu'on fabrique, etc., que ce soit en mode ou que ce soit en maison. Et donc ça, c'est un premier facteur hyper important parce que ce sont nos produits. Et puis après, soit sur le prix, soit sur le service, il faut être, ou les deux, il faut être le plus pertinent possible, quoi. Ouais, je pense aussi, il faut être proche de ses consommateurs. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est l'un des avantages aussi d'être présent en local. Et puis, notamment, en effet, tu parles de service, et je pense que là, c'est vraiment un des moyens de se différencier, notamment la livraison rapide sur la même journée, le lendemain, au pire. Sur le service retour, notamment, qu'on évoquait tout à l'heure en off. Ouais. Tout ce qui est aussi service consommateur, avoir un bon service consommateur qui parle les langues, qui est capable de régler des problèmes. Je pense qu'il faut faire attention aussi à tout ce qu'on appelle les ratings and reviews, par exemple, et justement animer sa communauté, et puis faire la différence. Je veux dire, les consommateurs sont aussi méfiants, et puis ils vont forcément se renseigner via leur communauté, via les ratings and reviews. Et puis si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'erreurs, que les produits ne sont pas remboursés, ne sont pas pris en retour, etc., souvent le prix, c'est un des éléments du marketing mix, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est pas que. Et voilà, je pense que se battre que par le prix, ça va pas non plus être... je pense pas qu'on va gagner à terme ici. Après, je rejoins Pierre et Laurent. Après, c'est clair que je pense qu'il y a toujours eu des gros players de l'étranger, on dit. Et là, en gros plus... Voilà, on voit maintenant 2 gros players qui viennent d'Asie et qui sont très puissants. Et en fait, voilà, aujourd'hui, tu peux être en Asie et livrer en 2 jours. Les douanes se sont assouplies, les transports se sont encore accélérés. Et donc aujourd'hui, tu peux commander sur un .ch et n'avoir aucune personne en Suisse et d'avoir des très bons produits ou bien sûr d'autres qualités. Donc c'est clair qu'il y a une concurrence qui est mondiale et qui est plus, entre guillemets, par pays. Donc avec d'autres règles, avec d'autres structures, parce que avoir une team en Suisse complète comme on essaie de l'avoir et d'autres, donc du coup c'est clair, c'est toujours essayer de travailler cette différence, il faut toujours essayer de se différencier. Il y a le prix, nous essayerons aussi sur le produit de proposer des nouvelles choses, des choses plus locales, plus proches des communautés, pour vraiment essayer de travailler une différence et travailler ce côté de proximité, parce que avec le service maintenant il est bon partout, les prix, c'est une bataille sans fin, donc c'est vraiment essayer de travailler une différence pour qu'à la fin tu crées cette chose qui te rend unique, quoi. Donc je pense que c'est une remise en question continue. Je pense qu'aujourd'hui tu peux très vite changer. On voit les catégories. Nous on a la chance d'avoir beaucoup de catégories. Et on a vu que des catégories qui étaient des catégories super il y a 5 ans, 1 an après, le marché a changé. Donc c'est clair qu'il y a toujours ce côté renouveau qui doit être challengé, quoi. Donc pas se dire ok ça marche, on continue. C'est ok, qu'est-ce qu'ont envie les gens, c'est quoi leur volonté, c'est quoi leurs habitudes, comment on peut se différencier. Donc je pense que ça va toujours de plus en plus vite. Ouais, je pense qu'il y a aussi le thème un peu de l'omnicanalité. Ça, je pense que c'est une opportunité aussi quand on est en local, notamment d'avoir une présence physique ou d'avoir à nouveau une présence par téléphone, comme chez nous. Mais ça veut dire aussi, ça permet de créer de l'expérience. Et puis ça, l'expérience, c'est plus difficile de la créer en ligne. Donc des fois, de faire un lien aussi entre les différents canaux, d'être capable d'amener via le e-commerce les gens, par exemple, dans le physique, et dans le physique, de leur faire vivre quelque chose de différent. Coca le fait très bien, aussi avec son service d'expérience. Chez Nespresso, on essaie de le faire aussi. Si vous venez dans un magasin, c'est pas qu'on va juste vous vendre du café, mais on va vous parler du café, on va vous faire une masterclass, on va vous faire essayer les nouveaux cafés et découvrir des choses. Donc voilà, je pense qu'aussi ça, c'est une opportunité quand tu es en local de te différencier un petit peu de l'étranger qui pourra jamais être présent en physique. Quand il y a des nouveaux un peu players comme ça qui sont peut-être pas locaux justement, vous étudiez un peu, par exemple un nouveau site d'e-commerce qui arrive, vous allez voir un peu ce qu'ils font, vous allez
peut-être vous inspirer, vous allez voir, est-ce que vous allez voir ce que fait la concurrence aussi pour vous remettre en question, ou c'est des choses où vous préférez peut-être justement rester dans votre univers pour ne pas se faire influencer trop? C'est une bonne question, ça. C'est un équilibre parce que bien sûr qu'il faut aller voir ce que font les concurrents. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, ça doit être du temps passé, etc. Mais en même temps, il ne faut pas, à chaque fois qu'un concurrent... il faut aussi garder un cap dans une entreprise avec une vision. On va vers là. Et il ne faut pas qu'à chaque fois qu'un concurrent fait quelque chose, tout d'un coup, ce soit la panique et qu'on change tout, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment... Il faut se nourrir de ce qui se passe, en faire la synthèse et dire, par rapport à nous, ce qu'on fait, là, c'est hyper impactant. Donc, comment on réagit ou comment on adapte quelque chose. Ou alors, non, tant pis, même pas peur. Et puis, on continue, quoi. Je pense qu'il faut s'inspirer. Ouais. Il faut toujours suivre... Aujourd'hui, avec des expériences, l'IA, je pense qu'il faut s'inspirer, parce que je pense que ça serait dangereux de ne pas regarder, au contraire, et de voir toujours, d'apprendre aussi des autres. En tout cas, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Des bonnes idées, il y en a partout. Ouais. Donc, nous aussi, on regarde toujours ce qui se fait. Il y a des bonnes idées, il y a beaucoup... je pense que sur 10 idées, il y en a une qui survit. Et de temps en temps, on en pique une parce que c'est une bonne idée. Mais je pense que si tu ne regardes pas, tu vas louper quelque chose. Parce que l'innovation est tellement rapide ces derniers temps en particulier. Mais après, je pense que c'est aussi un vrai challenge pour le e-commerce. Ça veut dire comment je reste à la page. Et puis, c'est quoi la direction que je veux prendre. Et puis, comme tu dis, aussi tenir son cap. C'est ce qui est difficile. Une question peut-être en 2 parties maintenant. À votre avis, dans les prochaines années, sur le moyen, peut-être même long terme, c'est quoi les grands défis, obstacles au niveau de l'e-commerce, et puis peut-être aussi même pour vos entreprises déjà, si vous avez une idée? Alors, peut-être la fidélité des clients. À nouveau, il y a pléthore d'offres. Alors, ça dépend des catégories, évidemment, mais c'est vrai que du fait que tu peux payer du search, par exemple, ça devient un obstacle. Donc, ceux qui ont plus de moyens financiers vont probablement relayer les plus petits players vers le bas. Donc c'est là où il faut avoir des communautés fortes, être capable d'en construire. Mais c'est vrai qu'on voit avec ces plateformes on évoquait, Shine, Temu et tout ça, ils ont beaucoup de moyens, ils sont très bien placés, ils sont très forts aussi avec l'intelligence artificielle, être très rapide. Donc je pense qu'un des gros défis, en effet, ça va être de rester pertinent pour les consommateurs. Et de rester à la page sur les technologies, c'est probablement la deuxième partie. Ok. Ouais, l'impact technologie et comment absorber tout ce que les technologies, et notamment l'intelligence artificielle, peuvent permettre de faire fonctionner l'entreprise différemment. C'est hyper important et c'est comment intégrer ces choses-là. Parce que il y en a qui vont le faire vite. Il y a le sujet, effectivement, pour les entreprises, il y a le sujet des coûts pour les entreprises où tout augmente. Et Fabien disait au début, c'est plus facile d'ouvrir un e-commerce mais les coûts, vous êtes en e-commerce, il faut dépenser de l'argent pour être visible. Donc c'est sur Google, c'est de la pub, c'est des campagnes, mais de toute façon, il faut exister, il faut être visible. Ouais, le loyer qu'il y avait pour une surface commerciale. Exactement. Une surface commerciale, il vaut mieux être en ce qu'on appelle dans un emplacement numéro 1, bien situé pour un espresso qu'au fond d'une rue où personne ne passe, quoi. Donc, et ça coûte le loyer, il coûte beaucoup plus cher. Donc il y a cette thématique-là qui est quand même et d'un monde où les coûts augmentent. Et moi, la thématique qui s'invite est extrêmement forte pour nous et qui explique en partie le succès de Temu de Chine, c'est le pouvoir d'achat qui envahit en Suisse le débat, je trouve, depuis 2 ans, 3 ans. Et voilà, là, on sort de la séquence prime d'assurance maladie et on va passer après aux courses de Noël et puis après. Et donc, c'est comment montrer que le produit, on en revient à la différenciation, que notre produit, il apporte quelque chose, il a une valeur à un instant T et que c'est la bonne. C'est clair, je pense être en Suisse, c'est génial parce que tu es proche. Nous, on a toute nos teams en Suisse, puis on voit, on connaît plein de sociétés qui commencent à développer à l'étranger, puis on voit, nous, c'est important de garder cette proximité parce que c'est là où on peut réagir le plus vite, puis évoluer notre plateforme en lien avec ce que la communauté veut. Donc, mais c'est clair qu'il
qu'avec l'IA, etc., on doit grandir, mais garder une structure la plus petite quand même pour rester suisse et mettre un peu l'intelligence qu'on a en Suisse. Après, nous, le gros challenge, bien sûr, c'est de pénétrer aussi ce marché suisse-allemand qui est important pour nous, pas uniquement pour grandir, mais parce que maintenant, on a quand même une belle taille, Coca, mais on a une belle taille pour la Suisse et peut-être... et du coup, on doit donc c'est vraiment ce côté suisse-allemand qui commence à fonctionner. On commence à avoir des bons signes. On a une team qui est dédiée là-bas parce qu'on a réalisé qu'il faut avoir des personnes qui sont proches de cette communauté suisse-allemande. Après, nous, c'est vrai que c'est comme on n'est qu'un porteur d'offres, entre guillemets, ou un porteur d'expérience. Ben, nous, c'est continuellement de plus en plus proche avec les marques suisses ou les marques locales pour créer quelque chose, créer un service. On l'a fait avec l'abonnement téléphonique, avec même un stylo comme Carandache. Et du coup, de créer quelque chose d'unique que en fait, tu pourras, qui est adapté à ce que la communauté veut et qui a une histoire. En fait, je pense que les gens s'accrochent à une histoire, s'accrochent à une expérience, et c'est là où en fait on différencie en fait de produits qui peuvent venir d'ailleurs. Et c'est clair qu'on parle de Temu puis qu'on parle de consommation, mais on voit que voilà, les gens sont quand même le prix est très important, surtout comme Laurent disait, où voilà, l'inflation est arrivée, l'assurance, on a l'impression que c'est nos limites. Donc c'est vrai que malgré tout, les gens ont envie de faire mieux, mais en fait à la fin, ils regardent un peu leur quotidien. Donc nous, c'est de continuer à créer des histoires avec des marques, si possible suisses ou européennes ou locales, continuer à proposer ce que la communauté nous demande, et puis de se différencier sur l'expérience qu'on peut amener. On voit aussi que maintenant, il y a aussi des contraintes légales, notamment sur la protection des données, il y a de plus en plus de contraintes légales qui arrivent dans plein de domaines. Comment on fait aussi pour jouer avec ces nouveautés légales qu'on doit mettre en place, mais que justement les acteurs étrangers n'ont pas les mêmes contraintes, peut-être des fois différentes, et qui leur permettent de justement livrer plus rapidement. Comment vous dealez avec tout ça? Comment vous gérez ces nouvelles contraintes qui arrivent ou qui justement changent avec le temps? Alors, on est une entreprise responsable, donc il y a des contraintes légales qui s'imposent, donc on les respecte, quoi. Après, oui, il y a un terrain de jeu où il y en a d'autres qui les respectent peut-être moins, pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, quoi. Mais donc, c'est des choses qu'on peut mettre en avant aussi, le fait qu'on respecte entre guillemets, qu'on est à la pointe de la sécurité. Je pense oui, enfin, oui, c'est un bon point. Et il y a pas sur les aspects légaux où voilà, comme Fabien disait, nous mettre en avant que on est une cinquantaine de personnes à Montreux, que oui, si vous appelez pour un sujet client, c'est en Suisse qu'on va vous répondre, etc. Donc ça peut se mettre en avant. Après, les contraintes légales. Voilà, c'est juste des process à mettre en place. C'est la vie normale d'une entreprise. Je vois rien. La loi de protection des données l'année dernière, bon, ok, on s'adapte, on fait les choses bien. Et pour moi, c'est pas mon principal problème en ce moment. C'est un sujet important parce que c'est clair que beaucoup de sociétés, en fait, leur capital, c'est la data. Parce qu'ensuite, après, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es puissant quand tu as de la data. Et c'est vrai que voilà, je pense que en Suisse, en tout cas toutes les sociétés suisses que je connais, il y a ce côté où on ne transmet jamais la data à nos clients, etc. Et au contraire, on les protège. Et au contraire, on doit rendre plus visible aussi, on laisser plus la possibilité aux gens de voir ce qui est dedans et d'avoir au moins possible. En tout cas, nous, c'est notre volonté de ne pas voir la data de la personne, quoi. Autre ce qu'on a besoin pour pouvoir l'aider, etc. Ou lui laisser la possibilité de voilà. Donc je pense qu'en Suisse, on est déjà bien... Il y a ce côté responsable, valeur, je pense, qui est ancré. Même si les lois, des fois, sont plus rapides que l'Europe, mais ça vient. Et on voit que les gens sont sensibles à ça aujourd'hui et seront de plus en plus sensibles. Ouais, absolument. Après, moi, je suis assez convaincu aussi. Alors, tout à fait, Laurent, ce que tu disais sur la responsabilité d'entreprise, tout simplement. Et en effet, je pense en Suisse, je suis convaincu que tout le monde fait ça très bien. Et à mon avis, il y aura des scandales sur le long terme, sur justement toutes ces entreprises qui sont plus borderline, on va dire ça, que beaucoup d'entreprises suisses. Et quand il y aura des scandales, j'espère aussi que les consommateurs verront ce que ça veut dire à un moment ou un autre. Mais je suis assez convaincu que dans les années à venir, il y aura des gros problèmes. Genre fuite de data ou ce genre de choses. Fuite de data qu'on a déjà vu, on voit de temps en temps. Alors peut-être que des fois les consommateurs ne s'en rendent pas compte, mais tout d'un coup quand vos data sont sur le net et lâchés en pâture, c'est moins drôle. Donc voilà. Tout à l'heure, on parlait déjà un peu de... stratégie omnicanal. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que quelqu'un peut en dire un peu plus, déjà peut-être expliquer pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, et puis
pourquoi c'est important pour une entreprise et puis comment ça se passe exactement? Nous n'y étions pas. On n'y est toujours pas, même si c'est faux, parce que maintenant, on essaie de créer de plus en plus d'expériences. À Zurich, on a créé une sorte de pop-up store, une collaboration avec des marques. Maintenant, on a ce beau bâtiment QG où, la semaine dernière, on a fait un showroom sur la literie où les produits étaient exposés. Et on voit que les gens sont très attirés par ça. La literie, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens peuvent acheter un matelas et toutes les marques donnent 300 jours, 400 jours, mais on voit que les gens ont envie de voir le produit. Et pendant une semaine, on a créé cet événement-là où il y avait les marques, même des fois les responsables des marques étaient là. Les gens étaient accueillis, on leur offrait un verre. Donc j'ai le sentiment que les gens aiment le physique, aiment voir. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a une grosse... Alors que tu pourrais rester depuis ton canapé et commander. Donc je pense que les gens ont envie, surtout pour des produits aussi qui ont une valeur ajoutée forte, de voir le produit ou de rencontrer les gens qui sont derrière, de créer ce lien émotionnel qu'on parlait au début du podcast. Et donc j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus. Dans le food, je crois que tu as raison, on a vu des chiffres dernièrement que le food, les gens sont revenus drastiquement dans le physique pour choisir leurs fruits et légumes, peut-être moins dans le non-food, je dirais. Mais je pense qu'il va rester, mais l'expérience va changer. Et je pense que le service que tu as sur le lieu, il est vital. Dans le magasin où tu arrives et tu trouves personne et tu as quelqu'un qui t'aide, il ne t'aide même pas, tu dis j'ai plus d'infos sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que si tu travailles le service, les personnes sont intéressées par ça et je pense que c'est une force énorme et je pense que le physique aura toujours sa place. Mais avec cette interaction, donc le omnichannel, donc tu me demandais au début, c'est ce lien où tu peux commencer ta commande, ta recherche sur Internet, la terminer au magasin ou l'inverse. Donc c'est le canal que Nespresso fait très bien. Et du coup, je pense qu'en tout cas, il va se développer. Nous, on va le développer de manière plutôt éphémère ou en collaboration. Mais je pense qu'il est important. Ouais, sur l'omnicanal, donc l'omnicanal, c'est le fait d'avoir plusieurs canaux de vente, e-commerce, le physique, le call center, etc. Nous, pour Nespresso, c'est intéressant quand on voit en fait la façon dont les consommateurs interagissent avec nous. On va avoir des gens qui sont que physiques. Donc on va avoir une partie des gens que physiques, une partie des gens qui sont que digitaux, une partie des gens qui sont que à appeler encore pour acheter notre café. Et puis aussi une partie des gens qui vont mixer et puis ils vont pas justement avoir le même comportement d'achat et ils vont venir parfois dans les boutiques. On a refait des très belles boutiques à Lausanne, au Flon par exemple, à la Bahnhofstrasse à Zurich, où on a complètement changé nos concepts et on est beaucoup plus sur des concepts d'expérience. Donc ça veut dire que vous êtes accueillis, même le personnel aussi et se comporte un peu différemment. On est moins pour avoir juste une transaction. Je crois que même on fait des cocktails maintenant. On fait tout, on fait des cocktails, on fait plein de choses. Et c'est passionnant. Et on a des gens qui sont passionnés. Donc en effet, ils connaissent leurs clients. Les clients reviennent même sans acheter du café. Ils viennent juste essayer, ils viennent faire des masterclass, etc. Donc c'est très intéressant. Mais en effet, les gens, ils ne peuvent pas non plus toujours aller dans le physique. Et de temps en temps, ils vont juste avoir besoin de café et ils vont venir sur le site internet et puis ils vont faire une transaction. Et potentiellement, ils vont commander plus que ce qu'ils auraient commandé dans les boutiques. Donc voilà. Donc je pense que c'est très intéressant et je pense que la force de l'omnicanal, c'est aussi d'utiliser la force de chaque canal et pas d'essayer d'avoir la même expérience sur tous les canaux. Alors en effet, ça doit être fluide entre les différents canaux. Ça, c'est un must. Tu ne peux pas avoir des choses différentes entre les canaux. Mais par contre, l'expérience qu'on t'offre, je pense qu'elle doit être différente sur chaque canal. Je me fais peut-être un peu vieille, mais je pense encore à d'autres canaux qui sont peut-être désuets maintenant, qu'on n'utilise plus, mais un peu catalogue, où les gens recevaient. Et puis moi, je sais que ma grand-maman, elle utilise encore des fois le catalogue pour certains trucs. Et puis il y a aussi un peu les démarches porte-à-porte. Ça, c'est des choses que... Je sais pas, il y avait quelqu'un qui venait sonner à la maison, puis on pouvait discuter avec lui, justement, c'était un peu le magasin qui venait à la maison. Les catalogues en Suisse, à l'époque, c'était je pense que la Suisse était innovateur. Tout le monde, je pense, se rappelle du catalogue Vedia ou du catalogue, etc. Et c'était quelque chose qui était un événement. En tout cas, je me rappelle, tu recevais, tu regardais. Et c'est vrai qu'en Suisse, la distribution, ça s'appelle la vente par correspondance à l'époque. Puis moi, je me rappelle, je cochais déjà pour ma maman les Nespresso. Enfin, c'était quelque chose qui était très, très fort. En Suisse, je pense qu'en Suisse, ça a toujours fonctionné parce que le système de distribution de la poste a toujours été très fort. Et c'est vrai qu'en Suisse, on voit dans d'autres pays la qualité, même si on se plaint beaucoup, ils ne montent plus à l'étage, etc. Mais on voit que la qualité du service est forte. Et je pense qu'en Suisse, on a toujours eu cette habitude d'avoir de la correspondance et assez confiance dans les marques avec qui on travaille. Mais la vente par correspondance, c'est encore quelque chose d'actualité Alors, bon, je peux parler un peu du catalogue parce qu'on en avait un gros. Mais à un moment, on n'a pas pu se payer à la fois Google et le catalogue. Okay. Donc, il y a une dizaine d'années, on a dû faire un choix parce que le catalogue n'avait plus qu'une fonction de créer du trafic sur le site.
Donc les gens recevaient le catalogue, ils étaient super contents, mais au final, ça faisait du trafic sur le site. Donc, voilà, le coût pour créer un catalogue qui soit inspirant, etc., c'est très élevé. Et après, le timbre de la Poste, même si Fabio a raison, la Poste suisse avait on savait qu'en déposant des catalogues, ils finiraient dans la boîte aux lettres. Il y a d'autres pays où il y en a pas mal, où il y avait des palettes oubliées, quoi. Je travaillais en Italie à une époque. Donc voilà, à aujourd'hui, nous, on a fait le choix, alors que c'était l'ADN de la maison, de dire on va essayer, ce catalogue, il est en ligne, il est sur une plateforme. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a perdu ces clients qui étaient attachés à ça. Ça a été un choix un peu cornélien, un peu difficile, mais il était nécessaire parce que voilà, on était sur deux rails sans aiguillage, quoi. Il fallait faire un choix. Et aujourd'hui, c'est sans doute une part de la population quand même plus âgée. Moi, ce que j'entends de ceux qui pratiquent encore la vente par correspondance, ils ont vieilli avec leurs fichiers clients. Mais est-ce qu'il va revenir ? Honnêtement, je pense pas, parce que... Alors après, j'ai l'impression que des fois, de retrouver, nous on l'a vu, par exemple, on a lancé le restaurant, puis en fait on a été voir les voisins, puis on a mis un petit truc. Donc le fait que tout le monde fasse en ligne et puis que tu reviennes un peu entre guillemets au classique, est-ce que tu penses que c'est un truc qui va... Il reviendra pas comme moyen ou comme outil de vente, il viendra comme outil de communication. Parce que c'est un investissement. Maintenant, c'est un investissement que tu as du mal à justifier. Là. Tu parlais de data, on sait. Ça fait longtemps que j'ai pas refait on n'a pas refait le test, mais il a été fait dans d'autres pays. Tu envoies le catalogue à des gens, tu l'envoies pas aux autres, ça fait pas de différence. Par contre, c'est plus un objet marketing. Mais bon, voilà. Alors après. Sur l'ameublement, par exemple, qui sont des produits qui durent plus longtemps que sur la mode, où les collections tournent plus rapidement, ça peut plus se justifier. Mais même le grand géant suédois a arrêté son catalogue. Donc voilà. Ça me permet d'enchaîner avec une question peut-être un peu plus légère. C'est quoi les tops et les flops que vous avez eu dans vos entreprises ? Alors peut-être les plus marquants ou ceux que vous avez en tête. Et puis pour les flops, comment vous avez géré un peu ça après l'état de crise et puis comment on rebondit quand il y a eu un gros flop comme ça ? On a combien de temps ? Bon, moi je parle que des tops alors. Peut-être sur les tops, nous on a fait quelque chose récemment qui était assez sympa. En fait, on parlait de l'omnicanal tout à l'heure et on a beaucoup de clients qui passent via les différents canaux. Et notamment, les gens aiment bien, en effet, avoir une recommandation de café. On a à peu près 70 cafés que vous pouvez mettre dans nos machines et les gens ne le savent pas tout le temps. Et donc, quand vous venez dans une boutique, on va vous proposer en fait, un café qui ressemble au café que vous aimez consommer. Et puis, en fait, on a réussi ou les équipes ont réussi à développer des algorithmes en fait, basés sur votre consommation et qui vous recommandent un café que vous allez probablement aimer. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Avant, on faisait un truc un peu générique. Et puis maintenant, voilà, avec à nouveau l'intelligence artificielle et tout ça, on arrive à faire des trucs plus sympas, plus pertinents aussi. Et donc maintenant, quand vous vous inscrivez sur le site e-commerce, vous allez aller avoir en haut de la page en fait, des recommandations basées sur la consommation que vous avez. Et donc, ce qui fait que vous n'allez pas commander un café qui ne va pas vous plaire. Si vous aimez quelque chose d'amer, vous aurez quelque chose qui va être amer autour. Donc c'est assez intéressant et ça, on voit que ça marche très très bien en fait. Donc on choisit un peu pour les gens, on les aide, on leur fait des recommandations et ça a été vraiment un de nos... J'imagine que pour faire découvrir les nouveautés aussi, ça marche. Exactement, bien, donc ça nous permet justement, et les gens sont contents parce que sinon ils commandent tout le temps la même chose. Donc voilà, ça permet pour eux de mixer, découvrir des nouveautés, découvrir même des anciens produits qu'ils n'ont jamais goûtés. Et voilà, donc ça c'est un de nos tops. Et un petit flop quand même pour la route. Ouais, des flops. Alors des flops, un des flops qu'on a eu, mais c'est pas une crise, mais on a lancé des nouvelles capsules à base de papier qu'on peut composter à la maison. Et puis c'était une innovation, donc on a été très enthousiastes. On a fait une très belle page suranimée, notamment. Et puis on a voulu innover aussi dans la page. Et donc quand vous scrolliez dans la page, tout d'un coup ça s'arrêtait. Il y avait des produits qui grandissaient comme ça en venant de la droite. C'était magnifique. Sauf qu'il y a absolument personne qui a compris. Et puis quand vous alliez sur le mobile, c'était une catastrophe. Donc on a vite rechangé et réadapté la page. Mais c'est vrai que des fois, d'être assez basique, clair, de revenir sur ce que les gens aiment, en fait, c'est très bien. Donc faut être innovatif, mais pas trop quand même. Ok, donc lancement de produit un peu qui n'a pas très bien... Ouais, alors c'est pas le produit qui n'a pas marché, mais c'est vraiment la façon dont on l'a présenté. Et on a voulu être original, on a voulu différencier de la capsule en alu qu'on a, parce que c'était vraiment une nouveauté, on était très fiers de ça.
mais c'est juste qu'on était trop loin. Ok. Bon, chez Coca, on en fait plein des flops et c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend, on grandit comme ça et c'est un peu notre ADN de toujours faire des choses un peu disruptives. Après, j'en ai deux, moi, qui m'ont un peu marqué. On a commencé à vendre du whisky sur Coca, donc des spiritueux, et le whisky, on a vu qu'il y avait une très très grosse demande, on voyait beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens qui étaient connaisseurs, puis à un moment donné, avec Benoît qui s'occupe du pôle alcool, il s'est dit, bah voilà, j'ai un truc génial en fait. Aujourd'hui, les puristes, ils veulent boire, ils veulent mélanger leur whisky avec de l'eau, mais avec de l'eau qui vient du même endroit que le whisky a été distillé. Donc on a vendu de l'eau qui venait d'Écosse, etc. Et déjà, c'est un shitstorm parce que c'est écologiquement, bon, c'était il y a 15 ans déjà. Mais c'était voilà, mais c'était ce côté un peu, voilà, c'était les puristes, ils veulent ça. On pensait qu'ils voulaient absolument l'eau parce que si tu mélanges pas l'eau, tu dois boire l'eau du même endroit. Donc voilà, c'est un. Puis le deuxième, bah, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est qu'on a vendu il y a très longtemps aussi un disque bleu qui tourne. Et bien sûr, la police nous a appelés parce qu'on l'avait appelé le disque bleu voilà, automatique. Ils nous a appelé pour dire que c'était un produit illégal, bien sûr. Et puis du coup, ils nous ont dit tout un charabia, etc. Puis du coup, on a rebondi en disant, OK, bah, ce n'est pas un disque bleu, c'est une horloge. Une horloge qui ressemble. Et voilà, donc du coup, bien sûr qu'on ne l'a pas reproposé, mais ça a fait un beau débat. Et puis, c'était drôle aussi de voir la police qui nous appelle. Puis il y en a encore quelques cartons. En plus, il y en a quelques cartons, donc c'est jamais. Mais bien sûr, on ne les utilise pas. Mais voilà, mais encore une fois, ils nous ont appelés gentiment. Et puis, voilà, on a changé le truc. Mais c'était drôle, en fait, de voir aussi la réaction rapide qu'on peut avoir dans ce genre de produit. Nous, on trouvait fun. Au-delà de l'aspect utilisation. Et puis, c'est drôle aussi comment on a rebondi, le fait d'avoir changé un nom, bah, tu as le droit de vendre une horloge qui ressemble à un disque bleu. Et puis voilà, puis après, on a arrêté. En tout cas, on le raconte souvent. Et un petit top quand même. Un top Ouais. Bah, pour moi, c'est mon Picasso. Donc voilà, c'est mon coup de cœur Picasso. Donc en 2017, on a vendu donc un buste de mousquetaire. Puis c'est durant nos semaines anniversaires où chaque année, on essaie de surprendre. Mais au bout de 15-16 ans, après avoir fait la Rolex, le Porsche, etc. Puis c'est vrai que beaucoup de personnes challengeaient Pascal en disant « Ok, mais jamais tu vas toucher l'art, vous êtes des geeks, l'art c'est un truc très fermé. » Et là, on a rencontré quelqu'un, c'est vraiment une histoire un peu géniale parce qu'en fait, voilà, à aucun moment on rencontre quelqu'un qui possède un tableau. Puis là, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Puis on a pris ce tableau, puis on a dit à la communauté, bah, on lève 2 millions en 48 heures, bah, on l'achète et on le fait vivre dans la communauté. On a réussi à lever, sauf qu'en fait, pourquoi c'est un top pour moi, c'est qu'en fait, bah, toutes les problématiques et tous les challenges ont commencé le jour où on l'avait. Parce que tu découvres que c'est une marque, c'est pas un artiste. Donc nous, on a fait pas mal de choses. Donc on s'est fait rattraper par les avocats de la Fondation Picasso. On a rencontré le fils Picasso qui nous a libérés de tous ces droits-là. Donc il y a eu vraiment des rebondissements. Puis du coup, c'est un projet qui a duré sur le long terme. Et émotionnellement aussi, on a vécu des expériences dans les musées où des gens ils pleuraient de voir qu'ils étaient propriétaire d'un petit Picasso émotionnellement. Voilà, donc c'est un peu le projet coup de cœur parce qu'il a vraiment une longue durée. Et en fait, voilà, je ne pensais pas qu'un jour je connaîtrais les dessous de l'art et de faire des belles rencontres comme on l'a eu. Et voilà, donc ça reste un peu pour moi le coup de cœur, même si on en a beaucoup d'autres en 18 ans. Il ressort bientôt le Picasso. Alors le Picasso, il est toujours au Port-Franc parce qu'en fait, voilà, il est toujours, on ne peut pas le rentrer en Suisse de manière long terme, donc il est protégé avec une société qui le gère parce qu'en plus il est sur du bois, donc il doit avoir une température et aussi une humidité parfaite. Alors notre rêve aujourd'hui, ce serait et ce sera peut-être son dernier voyage, c'est qu'il a toujours fait des musées, on aimerait le faire voyager ailleurs que des musées. Et l'idée, le rêve, c'est de le mettre dans un camion. Donc il y a tout le monde qui nous dit ouais, c'est pour vous le faire voler, hein. Comme ça ensuite vous faites la une. Non, mais l'idée c'est de le mettre dans un camion et en fait l'État de Vaud est intéressé de faire en fait un tour des écoles, puis tu fais un travail un petit peu, etc. Avec toujours une expérience digitale, on a un écran à côté où il est scanné. On rêve de faire ça, c'est complexe parce que les assurances te disent non, mais on va leur dire oui. Mais voilà, donc c'est un peu son dernier, on pense que c'est son dernier voyage donc le projet dans la communauté. Il devrait continuer, normalement. Merci. Et Laurent pour la Redoute. Après Picasso. Ouais, désolé, je t'ai mis la barre haut. Non, moi, un top récent auquel je peux penser, c'est que c'est dans le linge de maison. La Redoute, on est un grand vendeur européen de linge de maison, leader en France, etc. Donc ça a toujours été dans un marché une stratégie importante. Donc on a toujours bien fonctionné sur le linge de maison, mais il y a une limite sur ce marché-là, c'est les tailles. Donc les tailles des lits, etc.
Et donc, on a, et notamment en Suisse, sur la longueur, en France, pas mal du 190 ou du 200. Et en Suisse, il y a le 210 qui est hyper important. Et donc, on a convaincu nos acheteurs en centrale de développer des gammes avec la taille 210. On en a même profité pour faire des designs un peu suisses, donc avec un petit chalet ou des choses comme ça. Et on a cartonné. Donc, quand on localise et qu'on donne le produit qu'il faut avec l'inspiration qu'il faut, ça marche. Donc ça, c'est très sympa. Quoi d'autre en flop sur les produits, comme on est mode, tendance, etc., on a souvent fait des tests autour de la beauté, autour de la bijouterie, mais on a du mal, quoi. C'est-à-dire que ça ne prend pas trop. On nous dit, non, on ne vous attend pas là-dessus. Donc c'est beaucoup, parfois, des efforts ou des tentatives. Et puis, ça ne marche pas. Mais comme dit Fabio, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Et puis, donc ça, c'est plutôt des flops. Et puis après, au-delà du produit, il y a un flop qui me vient en tête, et par rapport à comment on gère un e-commerce, ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps, mais c'est arrivé d'avoir une partie du site où les produits sont à 0 francs. Donc ça publie le matin, et puis il y a une alerte. Généralement, ça arrive par la relation client. Il y a des produits à 0 francs, etc. Donc forcément, les consommateurs le voient. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils se disent, mais voilà. Quelle bonne affaire. Voilà. Et donc là, c'est branle-bas de combat. Déjà s'assurer que soit les dépublier, soit les publier au bon prix. Et puis derrière, rappeler ses clients pour leur dire, oups, c'était une erreur. Alors quand ils sont à 0, il n'y a pas de souci légal. C'est évident que c'était une erreur et donc on n'aurait pas le droit de toute façon de les vendre comme ça. Donc, mais voilà, le genre de choses qui peut arriver sur un site e-commerce parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont publiées dessus, quoi. Et la communauté, ils réagissent bien par rapport à ça quand on les appelle en leur disant on s'est trompé, effectivement, le produit n'était pas à 10 francs mais à 150 francs. Oui. Alors, quand c'est 0, ça va. Ouais. Après, quand c'est... l'autre jour, on a eu comme ça une petite erreur d'écart, et là, on assume, quoi. On dit, non, c'est cadeau, exactement. Mais quand c'était 0, oui, les gens ils comprennent, quoi. Ils se disent, bon, on a tenté, mais... Super. On parle aussi un peu de retail média. Est-ce que quelqu'un peut déjà nous donner une petite définition et puis a envie un peu de parler de ça, comment ça se développe dans l'univers du e-commerce et puis comment vous mettez ça en place dans vos entreprises ? Moi, je peux en parler parce que je me suis occupé de ça à l'époque chez Nestlé. Donc, en gros, le retail média, c'est le fait que des e-commerçants mettent à disposition leur plateforme pour mettre en avant nos produits ou faire de la publicité. Ce qui est une des grosses parties de revenus d'Amazon, par exemple, qui a vraiment développé son business comme ça, et justement ce qui lui permet d'avoir des prix assez attractifs. On a essayé, nous, c'est assez intéressant. Donc, il y a déjà, ça se développe en Suisse, ça c'est vraiment quelque chose qui n'était pas présent il y a quelques années. Et puis il y en a, voilà, par exemple Coop, CMI, Galaxus, CMI, donc on voit que c'est en train de grandir. Il y a des agences médias internes qui se mettent en place, etc. Voilà, l'expérience qui a été faite là-dessus, c'est quand même assez intéressant, je pense, pour mettre en avant ces produits. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une façon de se distinguer de la concurrence. Après, moi, le seul conseil que je peux donner là-dedans, c'est quand même d'aller demander de la data, parce que c'est en train d'évoluer dans le bon sens, mais il y a quelques temps, il n'y avait pas énormément de data. Donc voilà, d'avoir des basiques, le nombre d'impressions, le nombre de gens qui ont cliqué dessus, les taux de conversion, etc. C'est quand même pas mal de regarder et puis de comparer avec les autres médias et notamment les e-médias parce que ça peut être assez vendeur, mais pas forcément avec des résultats très bons. Mais c'est en train de s'améliorer, de se professionnaliser. Et puis je pense que, vu ce qu'on voit dans les autres pays autour de la Suisse, c'est quelque chose qui va grandir. Le retail média, c'est très lié, tu as mentionné Amazon, c'est quand même pas mal lié à ce qu'on appelle les marketplaces. Parce que, et donc, Amazon dit, si tu veux que je te mette plus en avant tes produits, quelque part tu payes. Et on peut en revenir au catalogue. À la grande époque du catalogue La Redoute, quand il y avait la dernière paire de
d'Adidas ou Nike qui sortaient, on faisait une pleine page au moment où sortait le catalogue, et Nike ou Adidas payaient pour avoir cette page de droite au début de la catégorie, etc. Et maintenant, c'est la même chose en version digitale. Donc voilà. Après, il faut que ce soit cohérent avec le reste de l'offre. Donc c'est pour ça que sur une marketplace, ça marche bien, quoi. Mais alors moi j'ai une question peut-être très naïve, mais genre s'il y a plusieurs marques qui sont prêtes à mettre le prix, comment on choisit la marque, ou par exemple justement chez Coca, que ce soit pas justement, que ça devienne pas un flop avec un shitstorm pas possible parce qu'en fait la marque était pas super, et puis comment on fait pour sélectionner ces marques qui sont prêtes à payer pour avoir de la pub, quoi. Pour nous, jamais on acceptera de l'argent pour une marque que nos experts vont pas sélectionner. Voilà. Nous, le retail média, on en fait quasiment pas parce qu'on met tout sur le prix quasiment. Mais c'est vrai que maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on fait des longues collaborations avec des marques, puis on leur crée beaucoup de contenu. On fait des vidéos, etc. Puis on le fait parce qu'on a envie de le faire. Puis c'est clair qu'on a réalisé au bout d'un moment que souvent, dans ces grandes boîtes, tu as le département vente qui ont un budget, le marketing qui ont un budget qui est souvent très sympa. Puis on se dit, on les fait participer aussi en fait, à notre production, parce qu'en même temps, voilà, on met en avant leur marque, mais ce n'est pas un critère de choix. On prend cette marque parce qu'ils sont prêts à donner beaucoup. On le fait parce qu'on veut créer une histoire avec eux, puis en fait on réalise qu'on fait quand même beaucoup de contenu qu'après ils peuvent réutiliser, et c'est juste que voilà, et si on peut faire profiter la communauté en prenant entre guillemets et en permettant d'avoir encore des meilleurs prix, tout le monde est gagnant. Donc c'est un peu nous c'est beaucoup lié en fait à ce qu'on développe avec la marque en termes de contenu, de storytelling, et ce qu'on aime bien faire, quoi. Et toi, tout à l'heure je parlais de pertinence, et en effet ce que Coca a fait par exemple, c'est très pertinent aussi pour votre communauté. Vous allez leur parler, et puis voilà, ce que vous leur montrez, c'est quelque chose qui est complètement logique, entre guillemets, et aussi à la Coca. Et voilà, je pense que le danger, c'est ceux qui font du retail média à leur façon, entre guillemets. Et voilà, quand ça devient très générique, après, c'est pas hyper intéressant pour les consommateurs. Et c'est là où je parle des taux de clics, etc., qui sont très faibles, parce que c'est pas hyper pertinent, parce que c'est des marques qui parlent peut-être pas aux consommateurs. Et en effet, si c'est juste payé pour être visible sans être pertinent, ça fait aucun sens. Donc voilà. Après, comment les retail médias, comment eux choisissent leurs annonceurs Après, moi je bossais dans la téléphonie mobile, puis tu avais des magasins qui n'étaient pas liés à une marque, ils jouaient à la concurrence. Ils jouaient à la concurrence. Je te mets sur le catalogue du mois, je te mets en avant parce que voilà. Donc voilà, souvent comme tu dis, les marketplaces ou les boîtes qui ne sont pas liées à une marque puis qui distribuent une activité comme en tout cas dans le domaine où j'étais, c'était la téléphonie mobile, tu joues un peu la concurrence, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est aussi un peu comme le SIA. Si c'est pas pertinent, à la fin, tu cliques dessus, tu repars. C'est de l'argent qui est foutu en l'air. Donc, J'ai encore 2 petites questions pour vous. On arrive gentiment vers la fin de l'épisode. Ma prochaine question, c'est pour vous. Peut-être que le retail média en fait partie, mais c'est quoi les grandes tendances de l'e-commerce pour 2025 ? En ayant vu 2-3 présentations, et ce que fait beaucoup l'Asie, même s'ils ne le font pas encore en Europe, c'est le fait que en fait, tu crées vraiment une expérience dans l'achat avec, ils appellent ça du social commerce, ça veut dire que via les réseaux sociaux, et du coup, j'ai même vu une démo, tu as un défilé de mode, et tu peux commander en fait le produit quand les personnes passent avec les habits. Donc tu as vraiment cette expérience en fait qui est plus uniquement la photo du produit qui est dans un catalogue ou sur une palette de plein de produits. Donc vraiment de créer du contenu ou de créer une expérience avec le produit en lui-même, et pas uniquement en marketing, mais vraiment avec des personnes, des influenceurs comme ils le font. Donc j'ai l'impression que beaucoup ça a bougé sur l'expérience du produit et pas juste un produit basique, mais vraiment en fait que le produit prend forme. Maintenant, il y a des catalogues où, en fait, avec l'IA, tu peux faire porter un habit sans être porté par quelqu'un et bouger. Donc, j'ai le sentiment que ça va beaucoup être dans ce côté expérience de présentation. En tout cas, c'est les tendances que je vois qui ressortent d'autres pays. Et puis, ce qui fait sens, je pense que le côté catalogue comme ça, classique, les gens, ils ont moins de temps à passer, puis ils veulent être inspirés. Et voilà, nous on le fait parce qu'on a très peu de produits et on n'a pas un catalogue. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup de cette expérience-là qui va évoluer, en tout cas dans ce que l'on voit un peu, ce qui sort un peu d'Asie et d'autres pays. Super. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une accélération aussi sur toute la partie CRM, et notamment tout ce qui est automation, donc le fait d'être capable de suivre le client à un niveau presque individuel. On parlait de data tout à l'heure.
et du coup de lui donner aussi du contenu pertinent, de lui offrir des produits pertinents au bon moment. Voilà, ça j'ai l'impression qu'on sort un peu aussi du marketing un peu plus classique où on avait des campagnes par date et puis la même pour tout le monde et en allant sur des trucs beaucoup et puis à grande échelle. Voilà, ça c'est un petit peu la différence je pense. Donc à mon avis ça c'est quelque chose qui va s'accélérer de plus en plus. Moi, je reviens au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle, mais pas l'intelligence artificielle fantasmée, quoi. Des cas concrets, des cas pratiques et la capacité des entreprises à les adopter pour leur bénéfice, mais surtout pour le bénéfice de leurs clients. Je pense, et ça va être une course à bien faire ça, quoi. Donc, par exemple, nous, là, aujourd'hui, des choses toutes bêtes, quand un client nous recontacte, qu'automatiquement, l'agent qui l'a a un résumé fait par une intelligence artificielle de ce qui s'est passé, quoi. Qui en 4 lignes lui prompte, lui dit, voilà, il rappelle parce que il a pas reçu son colis, ou etc. Alors qu'aujourd'hui, il faut que la personne aille voir, bam, clique, 3 clics, voilà. Et donc avoir un prompt comme ça, on travaille avec notre provider pour que. Donc, ça, et ça va être la capacité. Et c'est du job. Et puis ça coûte aussi parce que l'intelligence artificielle, voilà, c'est des datas, c'est des serveurs, etc. Et ça m'amène à un truc pour finir ça qui malheureusement à mon avis n'est pas assez une tendance. On n'en a pas parlé dans le podcast. C'est tout le sujet durable, RSE, etc. Tout ce qu'on fait pour être, pour s'améliorer, pour tendre vers moins d'empreintes, etc. Et qui malheureusement aujourd'hui avec les sujets de pouvoir d'achat et puis les Chinois dont on a parlé disparaît un peu du radar des consommateurs. Et ce serait souhaitable que ça revienne un peu. Alors à quel niveau, je ne sais pas. En Europe, ça revient pas mal parce qu'il y a il y a une loi européenne, un peu comme le RGPD, mais sur l'aspect de déclarer à quel niveau, vraiment de manière précise et pas juste de manière vague, dans les comptes de l'entreprise, son rapport RSE quelque part, et qui va être répliqué en Suisse bientôt. Donc tant mieux. Ça, c'est un bon sujet. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, on réfléchit beaucoup là-dessus. Voilà, le deuxième main, le côté partage du produit aussi. On a soutenu 2-3 projets en Suisse allemande où voilà, tu as un produit puis tu peux le mettre à disposition de tes voisins. On voit que c'est complexe parce qu'il y a toujours des problématiques juridiques, assurances et tout. Et je pense que ça va se développer. En tout cas, en France, je vois beaucoup de magasins physiques, plutôt deuxième main que e-commerce, parce que déjà le fait de renvoyer, qui vérifie le produit, etc. Donc il y a ce côté physique, tu peux voir le produit, etc. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt se développer avec l'omnichannel, peut-être d'avoir des showrooms où tu peux avoir autant de la vente, mais autant aussi une section deuxième main où échange, rencontre, troc. Et ça, j'ai l'impression que le physique va marcher là-dessus. En tout cas, nous, on regarde beaucoup de choses. On veut tester quelque chose avec Coca. Mais c'est clair, c'est complexe, comme tu dis. Il y a beaucoup d'éléments de coûts derrière. Mais on pense que ça va revenir fort, en tout cas, ces tendances-là, et heureusement. On pourra refaire un autre épisode sur le sujet. Sur la partie circularité, c'est juste. Absolument. Ma dernière question pour vous, c'est quelle est votre plus grande fierté en tant que professionnel du milieu ? Fierté. Ouais, ça peut être à titre individuel ou est-ce que vous avez mis quelque chose en place dans l'entreprise. Chez Coca-Cola, on a gagné le Digital Commerce Award, par exemple. Ouais, c'est clair que oui, on a gagné un prix suisse e-commerce, donc d'être reconnu en Suisse allemande un peu. Pour moi, c'est plutôt l'équipe, quoi. Moi, on était 6, on est 230. Alors, il y en a qui disent que c'était mieux avant, c'était plus facile avant. Et moi, je m'enrichis de toute l'évolution qu'on a par rapport au profil. On passe du logisticien au chef cuisinier, au développeur. Et du coup, c'est riche. Et tu vois que plus on fait d'échanges et un autre sujet que tu pourras travailler, c'est le home office une fois. C'est vrai que moi je prends beaucoup le retour. On voit que le retour revient beaucoup au bureau. Bien sûr, le home office, il est bien aussi mais je trouve que le fait d'échanger avec des personnes autant différentes, c'est là où ça crée. Alors quand tu es petit, tu es un peu dans ton petit monde, et quand tu es avec 200, et moi c'est ce qui m'enrichit, en tout cas la fierté, c'est d'être entouré d'autant de personnes et puis voilà, à la fin tu te rappelles des relations humaines plus que du succès ou d'un de tels résultats. C'est vraiment cette expérience qu'on a, en tout cas, voilà. Pierre, Laurent? Au niveau pro, je dirais que la Redoute, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'était un modèle catalogue qui était, on a failli disparaître, quoi. Il y a beaucoup de modèles
anciennes boîtes de catalogue qui ne sont plus, quoi. Et donc le fait de faire cette mue e-commerce et de devenir un pure player, ça a été un voyage compliqué là, dans les années 2014-2018. Mais le fait d'avoir redonné un avenir à la boîte et une dynamique à ses collaborateurs et de se retrouver en superposition au moment du Covid, on n'a pas parlé, mais ça a été quand même une super opportunité pour les boîtes d'e-commerce. Voilà, avoir transformé une boîte qui en plus... La Redoute 1837, hein, c'est né comme 1837. Oui, 1837. Alors pas en e-commerce, hein, mais comme filature. Et donc lui redonner un nouvel épisode de sa vie et de sa trajectoire, ça a été une belle aventure à vivre. Et puis beaucoup de fierté aussi chez Nespresso. Donc je vais en citer un, peut-être quelque chose qui me plaît parce qu'on parlait du e-commerce. Et puis je vais juste rester dans ce thème-là. Je pense qu'une des fiertés qu'on peut avoir chez Nespresso, c'est justement d'avoir des canaux qui ne sont pas en concurrence, mais qui sont complémentaires. Et puis qu'en fait, que tous les équipes le vivent comme ça. Et ça veut dire que quand vous êtes dans une boutique, ils ne voient pas forcément le e-commerce en concurrence. Et le e-commerce ne voit pas forcément le service client comme concurrent. Et ça, c'est vraiment vécu. Et ce n'est pas évident. Je vois dans certaines entreprises, on se dit « Ah mince, le e-commerce est en train de grandir ». Et comme chacun joue bien sa partition, en fait, voilà, c'est tout le monde pense entreprise, et puis il n'y a pas de risque quelque part entre les différents canaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, il faut que ce soit vécu par chacun, parce que sinon, le risque, c'est en fait la façon dont on parle avec les clients, elle se dégrade parce qu'on essaye d'influencer, etc. Donc chacun joue sa partition, et ça, je pense qu'on peut être très fier de ça, parce que voilà, ça participe aussi à la bonne ambiance. Merci énormément. On arrive du coup au bout de l'épisode. Merci énormément pour ces échanges hyper riches. Je pense qu'on a encore 3 nouveaux épisodes qui vont voir le jour avec toutes les idées qu'on vient d'avoir, mais vraiment très enrichissant. On a un nouveau petit rituel. Les 3 invités de la fois précédente nous ont laissé 3 questions pour vous. Du coup, je vous propose de répondre à ces questions, puis à la fin, on pourrait en laisser 3 questions pour les prochains invités du prochain épisode. Pierre, tu commences avec la première question. Presque la plus facile, j'ai envie de dire. Est-ce que tu étais stressé par ce podcast et est-ce que maintenant, vers la fin de ce podcast, tu es moins stressé ? Alors, ça veut dire que tu pars du principe que j'étais stressé ? Non, c'est toi qui... Non, j'étais pas stressé, plutôt très content de faire ça. Je trouve que le thème est hyper intéressant. C'est une super occasion aussi d'échanger. On a été très bien accueillis par Elodie. On a un petit peu discuté au départ. Et puis voilà, c'est pas un sujet qui est vraiment complexe parce que tout le monde tu le disais au début, est en lien ou un lien avec le e-commerce. Donc non, et c'est super sympa de faire ça ici, donc merci beaucoup pour l'invitation. Trop bien, et merci à François pour la question. Fabio, on continue avec toi. Une question de Grégory cette fois. Quelle est ta citation favorite et comment influence-t-elle ta vie ? Ça peut aussi être un mot si tu préfères. Non, je vais faire un peu en lien avec le podcast. C'est un truc qu'on garde beaucoup chez Goga, c'est cultiver notre différence. Et c'est vrai que ça paraît bête comme phrase, mais cultiver, c'est ce côté quotidien. Voilà, on grandit, donc toujours des fois tendance à revenir un peu au standard, et puis de toujours travailler un peu notre fait d'être unique, ou de continuer à devenir unique. Et je pense qu'autant d'un point de vue privé, c'est important d'être soi-même, et puis de continuer à grandir avec toi, puis autant d'un point de vue Goka, de travailler sur ce qui nous plaît, et de toujours essayer d'ouvrir des portes plutôt que de suivre un petit peu ce qui se passe partout, parce que tu dis les autres réussissent, alors je continue. Alors c'est vraiment ce côté-là, et des fois, quand on grandit, des fois, on se referme un peu dedans, et je pense que c'est garder un peu cette culture de toujours se challenger, donc cultive la différence. Trop bien. Et Laurent, une question de Guillaume. Pour toi, ça sera quoi Coca dans 5 ans ? Merci Guy. Merci. Vous avez 3 heures. Déjà, merci de l'invitation. C'était un moment super agréable. Et en fait, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, on avait accueilli à Montreux un événement de l'association du commerce suisse, qui est très e-commerce, auquel on se rencontre régulièrement tous les 3. Et Pascal Meyer, votre fondateur, était venu. Et il avait eu des mots très gentils au début en parlant de la Redoute et en disant je suis super content d'être là. La Redoute, voilà, ça aussi,
mon enfance, les catalogues, machin, etc. Et donc 10 ans après me retrouver ici, voilà, j'ai envie de dire la même chose et de vous transmettre d'énormes félicitations et un énorme respect pour ce que vous avez fait. C'est assez bluffant. C'est la première fois que j'étais venu dans vos anciens locaux, mais c'est la première fois que je revenais ici. Donc chapeau, quoi, et bravo pour tout ce que vous faites. Aussi, au moment du Covid, vous étiez un peu sorti du bois pour... je ne sais plus exactement, mais avec l'état de Vaud, il y avait eu avec un projet Welcome pour soutenir les commerçants. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors Coca dans 5 ans, voilà, Fabio en a parlé. Coca, quand on pense à Coca, on pense aux offres et on pense à la communauté autour de ça. Donc, et on pense aussi à la trajectoire depuis Coca. Alors on a reparlé du Picasso et tout, mais c'est difficile de dire ce que sera Coca dans 5 ans parce que Coca ne cesse de surprendre. Donc il faudrait que je sois... voilà, donc je pense que dans 5 ans, Coca sera là si elle a eu cette capacité, si elle a gardé cette capacité d'innovation et cette capacité à surprendre et à se réinventer. Et il y a peut-être une chose, à mon avis, qu'elle finira par craquer, c'est le sujet alémanique. Et donc, dans 5 ans, voilà, peut-être que Coca, et je le souhaite, aura vaincu le Rochtigraben. Dans 5 ans, une grosse surprise. En plus, alémanique. On fera le podcast en allemand dans 5 ans. Voilà, c'est ça. On va s'entraîner. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir été challengé sur ces questions puis d'avoir répondu. C'est vraiment hyper chouette comme nouveau petit rituel. Pour nos auditeurs et auditrices, on espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez encore plein de questions sur l'intelligence artificielle, vous pouvez voir le podcast du mois précédent qui était sur ce sujet-là. Et puis on se retrouve tout bientôt avec un nouvel épisode du comptoir. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, laisser des commentaires pour les invités, proposer des sujets. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos demandes, questions. Et puis voilà, un grand merci à tous les 3 encore. Et puis merci à toute l'équipe qui est derrière ce podcast parce que c'est vraiment un plaisir d'échanger sur plein de sujets différents et variés comme ça. Merci à vous. Merci à tous. Merci.